Alors, bonjour et merci d'assister à ce webinaire donc intitulé Sécuriser vos données et économiser avec Overland, Tandberg et Archiware. Alors, je me présente Christophe Raymond, responsable technique chez LIOS Software France. C'est la société qui distribue la solution de sécurisation de données multiplateforme P5 d'Archiware. Donc, le webinaire sera enregistré et alors, tout au long de la présentation, vous avez la possibilité de poser vos questions. Le webinaire s'effectue conjointement avec le constructeur de dispositifs de stockage Overland Tandberg qui est représenté par Yann Hillebrandt. Yann, je vais te laisser te présenter. Merci Christophe. Bonjour à tout le monde. Je suis Yann Hillebrandt. Je suis le responsable avant-vente pour Overland Tandberg en France et aussi Espagne et Portugais. Donc Overland Tandberg, comme disait Christophe, constructeur historique de matériel de sauvegarde, archivage et stockage, notamment sur médias mobiles, comme on va voir, depuis une quarantaine d'années, et issu d'une fusion entre Overland Storage et Tandberg Data. Ok, merci Yann. Alors, avec l'explosion des volumes de données, on doit répondre à des questions récurrentes, telles que comment retrouver efficacement ces fichiers, comment les sécuriser, en particulier pour les médias les plus importants, quelle volumétrie de stockage sera nécessaire, et aussi comment rester avec un mode de fonctionnement simple pour que tout le monde puisse l'utiliser. Alors, le challenge, c'est en fait ces questions peuvent représenter parfois en fait un véritable challenge. Pourquoi? Parce que on ne dispose pas d'équipe informatique. On procède manuellement pour manipuler les données. Et la vision des données que l'on a en fait est approximative. On ne sait pas combien de fichiers on a, quelles sont leurs tailles en moyenne, où est-ce qu'ils sont stockés physiquement. De plus, le budget est restreint, et tout ça alors que la quantité de données ne fait qu'augmenter. Alors, avant de continuer, je voudrais, et pour que ce soit plus clair, donc je vais juste revenir rapidement sur un point important qui est la différence entre la sauvegarde et l'archivage. Alors, pour la sauvegarde, pour le backup, on va dire qu'en fait, on effectue une copie des fichiers qui sont modifiés, c'est-à-dire qu'en fait, on va sécuriser le travail qui est effectué sur les données, donc ce qui constitue la production quotidienne. Tandis que pour l'archivage, c'est la migration de tout ce dont le traitement est terminé, tous les fichiers, toutes les données définitivement traitées. Alors, pour la sauvegarde, on va parler d'un processus qui est cyclique, où les médias en fait, vont être recyclés lorsque leur durée de rétention va être atteinte. Et bien sûr, cette durée de rétention est fixée par les utilisateurs. Par contre, pour les données d'archivage, en fait, la volumétrie est en croissance constante. Les perspectives de stockage, alors ce sera à court et moyen terme pour la sauvegarde, et à long terme, voire à très long terme pour l'archivage. La sauvegarde va permettre de récupérer des fichiers qui sont perdus ou supprimés, tandis que l'archivage va offrir donc l'opportunité de réutiliser, de monétiser des fichiers existants, mais aussi en fait de respecter certaines réglementations qui sont inhérentes à la législation des données numériques. Alors, on va dire qu'en conclusion, pour assurer la sécurisation complète, les deux options en fait, de sauvegarde et d'archivage sont nécessaires. La sauvegarde en fait, va permettre
d'assurer la sécurité des données au cours de la production, au cours de traitement, tandis que l'archivage en fait, va permettre de préserver à long terme les données dont le traitement est terminé. Alors, la solution que on va vous montrer aujourd'hui donc s'appelle P5 de l'éditeur P5 de l'éditeur Archiware. P5, en fait, c'est un système de gestion de données qui va comprendre les possibilités de sauvegarde, d'archivage et de clonage. On parle souvent de l'ABC de la sécurisation de données. A pour archive, B pour backup et C pour synchronize. Alors, j'entends un micro là derrière, là, je ne sais pas, peut-être. Alors, P5 donc, va être représenté ensemble avec des solutions de stockage LTO et RDX d'Overland Tandberg, ce que présentera Yann, qui sont dotés en fait de nombreuses possibilités d'évolution et elles sont pleinement compatibles avec P5. Alors, voici donc notre agenda que l'on va parcourir. Alors, le premier point, en fait, c'est une seule solution pour la sauvegarde et l'archivage. Point numéro 2, donc comment retrouver ces fichiers rapidement. Ensuite, on verra comment obtenir une sécurité maximale. Ensuite, en fait, différents types de configurations, donc de la gamme d'entrée à des configurations beaucoup plus puissantes. 5, en fait, la rentabilité du poste d'archivage. 6, donc le partenariat on évoquera le partenariat de longue date entre Archiware et Overland Tandberg. Donc, on va donc commencer par le premier point, donc backup et archive en une seule solution. Alors, comme mentionné précédemment, P5 d'Archiware, c'est une solution de gestion de données qui est composée de 4 fonctionnalités. Donc, on va avoir P5 Archive pour migrer les données et les externaliser sur bande LTO, sur disque ou bien dans le cloud. P5 Backup. Alors, P5 Backup, c'est une solution complète de sauvegarde pour serveur, sur bande, disque ou dans le cloud. P5 Synchronize, donc c'est une solution de réplication de données pour de la haute disponibilité. C'est utilisé souvent pour des données critiques. Et enfin, P5 Backup to Go, c'est une solution de sauvegarde qui est dédiée aux postes de travail Windows et macOS. Alors aujourd'hui, on va plus particulièrement s'intéresser aux 2 premiers modules que sont P5 Backup et P5 Archive. Alors ces 2 fonctions de P5 supportent toutes 2 le stockage sur bande, sur disque ou dans le cloud. P5 Backup et P5 Archive sont pourvus d'un assistant d'installation qui permet la mise en fonction en quelques minutes de plans de sauvegarde ou de plans d'archivage. On les administre et on les supervise par un simple navigateur web. Et bien sûr, en fait, ils fonctionnent avec un même niveau de fonctionnalité, quelle que soit la plateforme utilisée, c'est-à-dire Mac, Windows, Linux et les NAS et en natif sur les NAS de QNAP, Synology, Netgear et aussi donc tous les NAS fonctionnant sous les systèmes TrueNAS. Alors, bien sûr, P5 Archive et P5 Backup donc, vont fonctionner parfaitement avec les librairies d'Overland Tandberg. Cela nous amène au point suivant. Comment retrouver ces fichiers facilement? Alors, P5 Archive va disposer de fonctions qui sont communes à certains systèmes d'asset management qui vont permettent notamment de faciliter les opérations de recherche. Alors, on a tout d'abord la possibilité de personnaliser des champs de métadonnées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter comme champ
donc aux données que l'on archive des informations comme des descriptions ou bien des informations techniques, par exemple, qui sont générées par les appareils de prise de vue, d'enregistrement, comme les caméras. Et bien sûr, en fait, ces informations, donc ces champs de métadonnées qui ont été personnalisés, on va pouvoir les exploiter lors des recherches. Ensuite, il est également possible dans P5 Archive d'importer des métadonnées directement à partir des entêtes de fichiers, c'est-à-dire des informations qui sont contenues dans le fichier lui-même. Ensuite, on dispose pour faciliter les recherches dans les archives, sans avoir besoin de restaurer, on a une possibilité de visualiser les images. Et pour les vidéos, donc on dispose d'extraits, comme pour les fichiers, enfin non seulement pour les vidéos, mais également pour tout ce qui est les fichiers son. Ensuite, les recherches peuvent être combinées, c'est-à-dire qu'on peut faire une recherche sur plusieurs champs de métadonnées ou sur plusieurs caractéristiques des fichiers qui ont été archivés. Si on dispose d'une librairie avec plusieurs lecteurs, on va pouvoir cloner directement les bandes d'archivage à la volée. Et ensuite, dans la version actuelle de P5, enfin dans la dernière version qui est sortie en début d'année, donc P5 inclut son propre pilote LTFS qui est compatible en fait avec toutes les librairies et qui suit donc la norme ISO. Alors, à quoi P5 ressemble pour l'utilisateur? Donc là, là, vous avez un aperçu de l'interface utilisateur. Donc, on va la voir un petit peu plus en détail donc à la fin de la présentation, lors de la démo. Donc, à gauche, vous avez la traditionnelle liste des fichiers. Donc, au milieu, on va trouver une galerie avec les prévisualisations et donc les extraits vidéo des données. Et enfin, donc, à droite, on retrouve une vue spécifique du document qui a été sélectionné et on va retrouver donc les métadonnées, donc cette liste de métadonnées. Donc naturellement, elle peut être plus ou moins riche puisque, comme je l'ai indiqué avant, donc on peut personnaliser donc toute cette partie champ de métadonnées dans P5. Ensuite, donc, ces champs de métadonnées vont être utilisés donc, comme je viens de l'indiquer, dans les recherches combinées. Alors, pour rendre P5 encore plus facile à utiliser, on a également à disposition une extension qui est disponible pour les plateformes macOS et Windows. Et cette extension va permettre d'archiver juste par un simple glisser-déposer. Alors, l'extension s'appelle P5 Compagnon. P5 Compagnon. Et je vois ici l'interface. Et pour archiver, en fait, on va sélectionner donc un ou plusieurs fichiers ou dossiers que l'on va glisser sur sur l'extension, enfin sur la fenêtre de l'extension. Et ça va permettre ça va lancer l'archivage automatiquement de ces données. Et ensuite, une fois que les données ont été archivées, les fichiers ou dossiers d'origine vont être remplacés par des alias, alors que l'on appelle des points stub chez Archiveware. Et dans ces points stub, donc, on va retrouver donc les informations, c'est-à-dire du fichier, mais également les métadonnées que l'on a définies, et puis également donc la partie proxy pour la vidéo, c'est-à-dire les extraits sonores ou vidéo et les images de prévisualisation. Donc, cela nous amène au point suivant, la sécurité maximale avec P5 Archive, P5 Backup et les dispositifs d'Overland Tandberg. Mais donc cette partie, elle est plus spécifique aux caractéristiques des bandes LTO, et je vais en fait laisser la parole à Yann qui saura bien mieux en parler que moi. Yann, je te laisse donc la parole. Excellent, merci beaucoup Christophe. Donc effectivement,
une fois qu'on a appris, comme Christophe l'a expliqué, comment on peut gérer les données au sein des stratégies de sauvegarde et d'archivage, la prochaine question qui se pose, c'est où est-ce qu'on envoie les données? Donc, quels sont les dispositifs qui permettent au mieux de constituer une solution fiable et sécurisée? Et une des technologies qui s'offre dans ce contexte, c'est la bande magnétique, notamment donc, la technologie LTO, qui existe depuis les débuts des années 2000, à peu près, avec ses premières générations, et qui fournit plusieurs atouts. Qui donc justement permettent de construire une vraie solution professionnelle de sauvegarde et d'archivage. Il y a d'abord le fait que les têtes dans les lecteurs sont des têtes d'écriture et de lecture. Donc, il y a une vérification des données qui est effectuée à la volée. Donc, dès que la donnée est écrite sur la bande, il y a la tête de lecture qui est juste derrière, qui revérifie quasiment au même moment pour voir si les données ont été écrites correctement et qui permet aussi, donc là où il y a des divergences qui sont constatées, d'activer des mécanismes de correction d'erreurs, par exemple en réécrivant la même donnée sur une autre section de la bande, avec encore une fois la revérification. Donc tout ça se passe au niveau du matériel, donc à l'intérieur du lecteur de bande, et c'est donc un mécanisme qui est très très performant et efficace. Ensuite, il est extrêmement important, surtout de nos jours avec le nombre croissant d'attaques aux données de tout type, que ce soit des virus, des malwares, des rançongiciels, donc type CryptoLocker. Il est absolument nécessaire, pour avoir une protection complète, de conserver au moins une copie de ces données sur un dispositif qui peut être mis hors ligne. Donc, c'est ce qu'on appelle le air gap. Donc, les données sont complètement déconnectées du reste du système. Et ceci n'est donc possible à 100% qu'avec des médias movibles, dont, par exemple, les bandes magnétiques type LTO, qui, une fois sorties du lecteur et rangées sur une étagère ou même juste transportées à l'intérieur d'une bandothèque, d'une librairie, vers son logement après avoir servi à une opération de sauvegarde ou archivage. Il y a même un atout supplémentaire dans ce contexte, c'est que le formatage classique des bandes ne permet pas une visibilité directe au niveau de l'OS, et donc une bande typiquement ne peut pas être attaquée directement. Ça aussi, c'est important à retenir. Donc ensuite, bien sûr, on peut, si on a à disposition au minimum 2 lecteurs, donc individuels ou au sein d'une même librairie, on peut effectuer des opérations de clonage de bandes, donc pour facilement encore créer une copie supplémentaire. Par exemple, une copie qui peut vraiment être externalisée, non seulement déconnectée, mais transportée, par exemple, hors site, dans le cadre d'une stratégie PRA complète. Et l'autre copie peut rester à l'intérieur de la librairie, par exemple, pour être disponible immédiatement pour des besoins de restauration. Voilà, l'historique de la technologie LTO, on l'a évoqué, donc c'est quelques décennies déjà. La bande magnétique en soi
remontent encore plus longtemps. Donc, ce sont des technologies vraiment matures et éprouvées. Et on rajoute le fait que en termes de conservation en archive, la bande à part peut-être le papier physique, est le seul médium qui permet un stockage jusqu'à 30 ans. Euh, Évidemment, sous conditions de stockage optimisé en termes de température et humidité notamment. Mais c'est à peu près le seul support euh, informatique qui peut être conservé euh, 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 jusqu'à une trentaine d'années. Prochain slide. Voilà, donc concrètement, les caractéristiques de la technologie LTO euh, sont liées aux différentes générations de la technologie. Aujourd'hui, la dernière génération qui est commercialisée, c'est la génération 8. Donc, on est à 12 téraoctets non compressés de stockage par bande LTO. Nous commercialisons encore les technologies, pardon, les générations LTO 6 et 7. Et nous attendons pour la fin de l'année la sortie de la génération 9. Donc, elle est annoncée et normalement donc attendue pour la fin de l'année. Les, les capacités de stockage peuvent même dépasser, dans certains cas, la capacité native affichée. Au niveau du marketing, tous les constructeurs se sont mis d'accord pour indiquer ou supposer un certain taux de compression à partir de la génération 6, c'est de 2,5 à 1. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui peut être garanti parce que l'efficacité de la compression va dépendre de la compressibilité des données et la structure des données est vraiment unique dans chaque environnement pour chaque client. Donc, la vraie preuve sera apportée qu'une fois la solution mise en place. Mais la capacité native est vraiment garantie, on peut dire. Il y a aussi un élément assez important, notamment pour des installations existantes qui doivent être renouvelées tôt ou tard et qui contiennent un nombre plus ou moins important de bandes qui doivent être relues par la nouvelle solution. Donc, jusqu'à la génération LTO 7, il y a eu deux règles de compatibilité en arrière. La première, c'était une compatibilité en lecture et écriture de moins une génération. La deuxième, une compatibilité en arrière lecture seule de moins deux générations. Donc, dans l'exemple, un lecteur de bande LTO7 pourra relire et réécrire même sur les médias LTO6 et relire les bandes LTO5. Le système change un peu à partir de la génération 8, donc qui est commercialisée aujourd'hui. À partir de la génération 8, la compatibilité moins deux générations en lecture seule disparaît. Donc, un lecteur LTO8 aujourd'hui est capable de lire et écrire les médias LTO7, mais rien d'autre. Donc, une nouvelle règle, une seule, qui persiste à partir de la génération LTO8 et ce sera identique aussi pour la génération LTO9. Il y a donc la possibilité de réarchiver
toutes les bandes si on renouvelle son infrastructure de sauvegarde et d'archivage. Il y a aussi la possibilité, par exemple, d'inclure un lecteur d'une génération un peu plus ancienne dans la nouvelle librairie, parce que il est tout à fait possible dans les librairies de bandes Overland Tandberg de mixer différentes générations de lecteurs. Donc, il y a des parades pour traiter ce type de problème, mais il faut en être conscient en amont, donc lors de la phase de consultation du projet. Sinon, donc, quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment le WORM, quand on parle de l'archivage. WORM, acronyme anglais pour Write Once, Read Many. Ce qui veut dire que la bande peut être écrite qu'une seule fois. Le contenu ne peut pas être modifié, mais on peut relire la bande à volonté, donc sans limite. Tous les lecteurs LTO sont capables de ce fonctionnement en combinaison avec des bandes spécifiques. Donc, il faut là vraiment acheter des bandes LTO WORM pour avoir accès à cette fonctionnalité. Il y a aussi une question qui vient d'être posée. Donc, je vais apporter la réponse tout de suite. La question minimale d'un lecteur LTO qui peut être acquis en neuf aujourd'hui, c'est un peu en fonction du type de produit. Donc, un lecteur seul, par exemple, il y a toujours la possibilité d'en acheter en LTO6. Pour les librairies, les bandothèques, ce sera plutôt en fonction du modèle exact. Il me semble qu'aujourd'hui, on a certains où on passe déjà un minimum de LTO7. Mais dans le doute, consultez-nous sur un projet spécifique et on apportera la réponse définitive en fonction du produit, du modèle approprié. Prochain slide. Ok, merci Yann. Donc cela nous amène au quatrième point de notre agenda, donc comment dimensionner donc la solution. Alors, on a d'un côté la partie logicielle avec P5 Archive ou P5 Backup, ou encore P5 Archive et P5 Backup, et de l'autre, le périphérique d'écriture sur bande, donc soit un lecteur simple, ou bien une librairie de bande d'Overland Tandberg. Alors, là, je vais vous montrer quelques exemples de configuration complète afin de donner une idée, j'allais dire une idée, une idée donc en termes de coût. Donc la première configuration, c'est une configuration d'entrée de gamme. Alors celle-ci comprend donc une licence P5 Desktop Edition. Cette licence P5 Desktop Edition coûte 1200 € prix public. Elle permet d'exploiter uniquement un lecteur simple et sans possibilité d'évolution. Donc, et dispose en fait de la fonctionnalité P5 Archive et P5 Backup. Donc, si on ajoute un lecteur LTO6, dont le coût doit être aux environs de 1900 €, on arrive à un coût total d'une solution complète pour 3100 €. Alors, ce qu'il faut préciser, qu'en fait, il n'y a pas de limite du nombre de bandes que l'on pourrait être amené à écrire sur ce lecteur. En fait, ce sera toujours le même tarif que l'on archive sur une dizaine de bandes ou plusieurs centaines de bandes. Et donc, ce qui rend cette solution vraiment en fait, compétitive. Deuxième configuration. Alors, celle-ci, elle va comprendre une licence P5 Archive Edition.
La licence P5 Archive Edition, en fait, ça regroupe une licence P5 Archive et P5 Backup, et elle va permettre de gérer donc une librairie composée de 25 slots et jusqu'à 2 lecteurs. Le coût de la licence P5 Archive Edition est de 3 500 €. Donc associé donc à une librairie de bande Néo, on va disposer en tout d'une capacité en ligne hein, puisqu'on est sur du LTO 6, de 60 téraoctets. Et comme je l'ai indiqué, enfin, c'est pareil hein, que pour la première configuration. Donc, on n'a pas de capacité, on n'est pas limité au niveau de la capacité hors ligne. Et pour Christophe, ouais, pardon, ouais. il y a juste une question concernant le type de licence. Est-ce qu'il s'agit des licences annuelles ou perpétuelles? Il s'agit de licences perpétuelles. Hein, donc là, tous les tarifs indiqués, c'est l'acquisition de la licence. La licence est fournie avec 1 an de maintenance logicielle, donc qui permet l'accès au support technique, aux nouvelles révisions, aux nouvelles versions. Et à l'issue de cette année de garantie, hein, qui est inclus à l'achat de la licence, à ce moment-là, donc on propose donc le renouvellement d'un contrat de maintenance logicielle. Il faut compter environ 15% du coût d'acquisition du coût d'acquisition de la licence. Donc, voilà. Donc j'en reviens donc à la config, la deuxième config avec un P5 Archive Edition et une librairie Neo T24. Donc le coût d'acquisition est inférieur à 8 000 €. Et enfin, donc troisième exemple de configuration. Et donc celle-ci est basée sur une licence P5 Pro Edition avec une librairie Neo XL40, et 2 lecteurs. Et avec ce système, on aura jusqu'à 240 téraoctets en ligne, et puis donc avec un coût de 13 000 €. Alors donc ça, c'est uniquement en fait des exemples de configuration. C'est juste pour donner une idée du coût d'investissement. Après, on peut avoir bien d'autres déclinaisons avec des configurations donc plus puissantes, quoi, en fait, qui permettent de stocker plus de données. Alors, ensuite, si on souhaite réaliser une estimation du coût de la licence P5, l'éditeur, donc Archiware, donc, a mis en ligne sur son site www.archiware.com un configurateur produit. Donc, alors, ce configurateur produit, si on rentre donc le type de fonctionnalité que l'on souhaite utiliser, c'est-à-dire archive, backup, synchronize ou les trois, si on indique donc la volumétrie à sécuriser, hein, combien j'ai au niveau de la sauvegarde. Donc, si on indique comment dire, les caractéristiques de la librairie, ou si on utilise un lecteur simple, et ben, en fait, le configurateur va automatiquement donc déterminer quel produit. Alors, c'est-à-dire, quand je dis quel produit, est-ce qu'il s'agira d'une offre groupée qu'on appelle les bundles chez Archiware, ou bien à ce moment-là, est-ce que ça sera composé de licences de base, c'est-à-dire une licence backup plus une extension slot. Enfin, ça, c'est le configurateur qui va le déterminer pour optimiser donc le coût de la solution. Donc, c'est sur www.archiware.com. Alors, on va passer maintenant donc à une courte introduction sur les lecteurs simples d'Overland Tandberg, et je redonne la parole à Yann. Merci. Juste avant d'entamer cette section, peut-être un peu traiter une autre question qui est arrivée jusqu'à la fin du dernier discours. Quand on parle des capacités d'archivage couvertes dans le configurateur produit, est-ce que là, on parle des capacités natives ou compressées? Non, enfin, on parle toujours en termes de capacité native, parce que les capacités compressées, en fait, c'est fonction en fait de la nature des données. Donc, c'est relativement difficile à prédire quel va être le taux de compression que l'on pourra obtenir. Et c'est pour ça que tout ce qui est indiqué, en fait, là, par exemple, sur les capacités qui ont été indiquées sur la partie LTO, nous, on utilise toujours la capacité native.
Excellent. Donc, je pense que ça a dû répondre à la question. Euh, euh, donc, oui, on va traiter donc, les différents produits dans la gamme LTO de Overland Tandberg, à commencer par les lecteurs individuels. Comme vous voyez, il y a aussi bien des lecteurs externes que des lecteurs internes qu'on peut intégrer donc, dans des châssis de serveurs pourvu que, évidemment, il y a une baie de 5 pouces écart de la bonne hauteur qui est libre et dispo. Et aussi qu'il y a la connectique nécessaire qui est présente. En parlant de connectique, donc pour les lecteurs externes, ce sera uniquement en connectique SAS. Pour les lecteurs internes, ça peut être du SAS ou du FC. Sachant que donc SAS et FC, de toute façon, sont les seules connectiques natives pour les lecteurs LTO. Si on est dans un environnement où on ne dispose pas d'une de ces deux connectiques, par exemple, et on ne peut pas la rajouter sous forme d'une carte PCI, un contrôleur SAS, par exemple. Ça peut être le cas notamment dans le monde Apple, où il y a beaucoup d'ordinateurs, stations de travail, etc., qui ne fournissent plus des slots PCI, ni une connectique SAS ou FC native. Dans ces cas-là, on peut typiquement indiquer des produits tiers parties de type passerelle, donc qui permet de traduire, par exemple, une connectique Thunderbolt vers une connectique SAS, voire FC. Donc, sur demande, on peut orienter sur ce type de solutions qui sont validées par le constructeur des passerelles, notamment. La fiabilité est éprouvée des lecteurs LTO, qui soient standalone ou intégrés dans une librairie. La fonctionnalité WORM, on a déjà évoqué, également la fonctionnalité LTFS, notamment via les fonctionnalités maintenant intégrées dans P5. Donc, évidemment, les lecteurs sont capables de travailler avec toutes ces fonctionnalités. Durabilité des médias, on l'a évoqué aussi, et la garantie standard pour les lecteurs standalone, c'est une garantie de durée 3 ans. Et au niveau échange anticipé, en clair, ce niveau-là signifie que une fois que notre SAV a validé un problème matériel, on va d'abord expédier un produit de remplacement et récupérer à nos frais le produit défectueux. Donc, c'est un service vraiment à un niveau professionnel qui est inclus d'office avec le produit. Prochain slide. Ensuite, nous passons à la gamme des robotiques, donc des bandothèques, des librairies, qui permettent donc de loger plusieurs bandes à l'intérieur du châssis, un ou plusieurs lecteurs de bandes, et un bras robotique qui permet donc de transporter sur commande du logiciel les bandes vers le lecteur et chemin retour les replacer dans leur logement, qui sont fixés dans des tiroirs gauche-droite, qui peuvent être enlevés dans leur intégralité pour sortir, remettre des quantités importantes de données, ou alors on peut activer des fonctionnalités de slot import-export avec lesquelles on va juste sortir une petite partie du tiroir pour avoir accès à 3, 5 ou 10 logements import-export selon le modèle de librairie. L'entrée de gamme, c'est donc un loader de 1 UR à câble avec 8 logements de bande et un lecteur LTO. Ensuite, la T24 avec 24 logements
et la possibilité d'ajouter un deuxième lecteur, donc de la même génération ou d'une autre génération. Et ceci constitue la gamme Neo S, donc non évolutive, à part donc la possibilité d'ajout de deuxième lecteur dans la T24. La connectique, puisqu'il y a une question qui vient d'arriver, la connectique sera pour le transfert des données et les commandes du robot via l'arrière du ou des lecteurs de bande, donc en SAS ou en FC. Ensuite, la librairie fournit aussi un port Ethernet, mais qui est réservé à la connexion à l'interface web de gestion, donc qui permet de surveiller, configurer et diagnostiquer les librairies. Mais en ce qui concerne le transfert des données, ce sera uniquement via des interfaces SAS ou FC, sauf, comme évoqué avec les lecteurs standalone, si on emploie une passerelle, donc Thunderbolt SAS, iSCSI SAS, d'un constructeur tiers. Prochain slide. L'autre gamme de librairies chez Overland Berg, c'est la gamme XL. Et là, on est sur des librairies évolutives, aussi bien concernant le nombre de lecteurs que le nombre de logements. Donc, nous voyons deux librairies, on va dire, primaires. Une librairie XL40 de taille 3U rackable avec 40 logements et la possibilité d'intégrer jusqu'à 3 lecteurs LTO. Ou alors le modèle XL80 qui possède 80 logements dans une taille de 6U et de la place pour jusqu'à 6 lecteurs LTO. À chacune de ces librairies, on peut ajouter jusqu'à 6 modules d'expansion de la même taille. Donc, à une XL40, on peut ajouter jusqu'à 6 modules d'expansion de 3U et 40 logements pour un total maximal de 280 logements et en total de 21 lecteurs LTO, puisque chacun des modules d'expansion peut aussi accueillir des lecteurs LTO supplémentaires. Pour la XL80, on double, donc là aussi 6 modules d'expansion possibles, mais des modules de 6U, 80 logements, pour un total de 560 logements maxi, ce qui déjà avec la technologie LTO 8 donne une capacité dans les pétaoctets en capacité native, donc même hors compression. Prochain slide. Pour finir, je traite une question. Les modules d'expansion peuvent ou doivent avoir des lecteurs supplémentaires? Peuvent. Donc, il n'y a aucune obligation d'ajouter des lecteurs dans les modules d'expansion. On peut très bien les utiliser uniquement pour augmenter la capacité de stockage. Donc, bien sûr, on peut, mais il n'y a pas d'obligation. Donc, on a vu en détail la technologie LTO et les produits LTO que nous proposons. Mais on doit aussi mentionner une technologie alternative qui existe et qui est également compatible avec toutes les versions P5, donc archive, sauvegarde, etc. C'est la technologie RDX qui conserve le concept du lecteur et des médias movibles, donc la mise hors ligne et éventuellement le transport hors site est aussi bien assuré avec cette technologie. La grande différence, c'est qu'à l'intérieur des médias, on intègre des disques durs d'ordinateurs portables, d'où des capacités plus faibles, donc de 500 gigas jusqu'à 5 Tera.
avec une solution Worm là aussi, mais au niveau logiciel et optionnel. Une conservation en archivage des médias un peu plus réduite, mais dépassant quand même 10 ans. Donc, toujours suffisant pour la grande plupart des obligations légales, par exemple. Une robustesse plus importante des médias qu'au niveau du LTO. Donc, là, on est vraiment sur une conception de la cartouche qui permet, par exemple, d'envoyer une cassette RDX par UPS ou par courrier normal en choisissant une enveloppe épaisse. On est aussi sur une compatibilité universelle, donc toute capacité de cassette peut être exploitée dans tout lecteur et toute baie multilecteur, ce qui nous amène à la différence au niveau des interfaces. Lecteur externe RDX possède une connectique USB. Les lecteurs internes, une connectique USB ou SATA. Et les baies multilecteurs qu'on appelle RDX Quick Station, avec 4 ou 8 lecteurs embarqués, possèdent une connectique réseau Ethernet et sont adressés en protocole iSCSI. Permettant d'ailleurs plusieurs modes de configuration, des lecteurs indépendants, des volumes disques agrégés, ou alors des émulations de bandothèques LTO. Du coup, on peut, jusqu'à une certaine volumétrie, puisqu'on est limité à 40 Tera maximum dans la QuickStation 8, on peut émuler l'équivalent d'une bandothèque, d'une librairie LTO, sauf qu'elle sera connectée nativement en réseau et que physiquement, on écrira sur des médias plus robustes et sans besoin de nettoyage ou autre maintenance, par exemple. En ce qui concerne la garantie, tous les produits RDX, y compris les médias, très important, les médias RDX ne sont pas des consommables, mais sont des vrais produits. Une garantie standard de 3 ans en échange anticipé, donc le même niveau que les lecteurs ATO standalone, par exemple. Prochain slide. Merci Yann. Donc nous voici au point suivant, c'est-à-dire sur la rentabilité de l'archivage. Alors, tout d'abord, archiver. Alors pourquoi en fait pourquoi on peut se permettre d'affirmer que l'archivage est rentable? C'est que d'abord, archiver va permettre de réduire le temps que l'on passe pour la recherche de fichiers. Donc, si toutes les données en fait, dont on a terminé le traitement ont été archivées, en fait, il n'y a qu'un seul endroit à consulter. Et comme par ailleurs, avec P5, on dispose d'un catalogue, c'est-à-dire une base de données qui est performante, on va pouvoir facilement retrouver ces fichiers. Ensuite, grâce à l'archivage, on va limiter la nécessité d'étendre de façon continue les stockages de production. On estime qu'en moyenne, dans un environnement de production, de 70 à 80% des données de ce qui est en ligne pourraient être archivées. Et comme avec la technologie LTO, on peut étendre de façon quasi illimitée la capacité d'archivage, en fait, on optimise de fait le stockage de production. Ensuite, comme la volumétrie des données de production va rester limitée, puisque on exploite les possibilités d'archivage, naturellement, il va en découler que les opérations que l'on va effectuer sur les données, par exemple, comme les sauvegardes, étant donné qu'il y aura moins de données, puisqu'on aura plus de données qui ont été, en fait, une partie des données qui ont été migrées dans la partie archivage. Donc, on pourra effectuer des opérations d'archivage beaucoup plus facilement. Ensuite, l'archivage, ça peut permettre de fidéliser les clients parce que
quand on est en mesure de pouvoir récupérer d'anciennes données d'il y a plusieurs années en quelques minutes, sans que le client ait besoin de refournir en fait les documents, et ben ça constitue en fait un réel avantage, quoi. Ensuite, le coût d'exploitation. Le coût d'exploitation est le plus bas en raison donc, de la technologie LTO, où, comme on l'a vu précédemment, on se situe autour de 10 euros par teraoctet, avec une longévité quand même de plus de 30 ans, comme l'a indiqué Yann. Alors ensuite, donc voici en fait un tableau qui compare les coûts de stockage sur disque ou sur bande. Alors, quand on utilise la technologie de disque pour l'archivage, donc on va commencer bien sûr avec un investissement moindre. On commence puisque celui-ci donc en fait va être aura une capacité qui correspond exactement aux besoins, et puis il est utilisable dans l'état directement. Mais ensuite on voit que son coût en fait augmente selon un facteur constant, parce que si on multiplie la capacité de stockage disque, et ben, le coût va être également multiplié. Alors à l'inverse, hein, quand on utilise la technologie bande, donc là, ça nécessite un investissement matériel et logiciel, comme on l'a vu précédemment avec les configurations, en fait, les 3 exemples de configuration. Mais ensuite, on a en fait un coût qui évolue beaucoup moins rapidement que pour la technologie disque. Alors, par exemple, si on compare donc les deux technologies, donc avec une capacité de 240 teraoctets, on a donc un coût qui est aux environs de 20 000 euros pour la partie LTO, tandis que pour la partie disque, alors qu'on était parti de zéro, donc là on est à peu près à 60 000 euros. Donc, et là, en fait, on compte même pas donc les coûts les coûts en énergie, donc qui vont être nécessaires pour faire tourner les disques, et puis aussi par exemple pour les refroidir avec la climatisation. Donc tout ça pour conclure donc en disant et indiquer que pour en fait archiver, donc ça permet effectivement de réaliser de réelles économies. Ça permet de réutiliser, de référencer, de monétiser les fichiers. Donc, on a un coût d'exploitation le plus faible, comme j'ai déjà indiqué, donc 10 euros par teraoctet, pardon. Plus la capacité d'archivage est élevée, plus en fait on va réaliser d'économies. À l'inverse, donc si on augmente la capacité disque à ce moment-là, donc les coûts explosent, et ainsi que les risques également. La bande. Alors, la bande constitue actuellement, comme l'indiquait Yann, en fait, la meilleure solution pour se prémunir des menaces comme les ransomware. Et puis, donc, naturellement, la conservation, puisque les bandes ont une fiabilité qui est largement plus élevée que les disques. Alors, nous sommes arrivés donc, au dernier point de l'agenda, donc juste avant la démo. En fait, juste pour indiquer que Archiveware travaille avec Overland Tandberg depuis de nombreuses années. C'est même plus de 10 ans. Archiveware, ça représente un peu moins de 20 000 licences à travers le monde. Et en ce qui concerne Overland Tandberg, c'est plusieurs dizaines de milliers d'installations, des brevets qui ont été déposés dans le domaine du stockage, et aussi, bien sûr, comme on l'a vu, toute une gamme de produits LTO, RDX compatibles avec Archiveware. Bien, donc là, pour vous permettre de visualiser un peu mieux à quoi ressemble le produit, donc je vais vous faire une brève présentation de P5. Alors, je vais quitter le mode. Hop, voilà, et Yann, tu peux me confirmer, vous avez bien on voit bien l'interface de P5, l'interface web de P5? Ouais, c'est la page login. Ok, super. Donc,
Alors, une fois qu'on a installé P5 sur sa machine, donc, en fait, on va pouvoir superviser, donc paramétrer et superviser donc, P5, donc juste au moyen d'un simple navigateur. Donc là, j'utilise en l'occurrence Safari, ça peut être tout type de navigateur. On s'enregistre. Donc là, les identifiants de connexion sont chiffrés. Il y a un mode de fonctionnement aussi en HTTPS, donc, qui n'est pas installé, en fait, qui n'est pas paramétré sur ma machine. Donc, une fois connecté, donc, on visualise là dans le haut, en fait, on a les différentes options que permet P5, qui sont donc A pour l'archivage, B pour la sauvegarde et C pour synchronize, aussi avec la partie backup to go. Alors ça a été dit hein, dans la présentation, mais donc chaque fonctionnalité, chaque option dispose de son propre, enfin d'un module, d'un assistant de configuration. Donc on en a pour le backup, on en a également pour la partie archivage. On va indiquer la cible, la configurer, et ensuite paramétrer le plan d'archivage et donc ensuite indiquer les données que l'on souhaite archiver. Donc ça va permettre de mettre en place soit un plan de sauvegarde ou un plan de synchronisation ou un plan d'archivage en quelques minutes. Pour la présentation, alors j'utilise, alors vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai un lecteur LTO, qui est connecté, un lecteur LTO, pardon, un lecteur RDX. Et ce lecteur RDX, ça ressemble à ça. Donc voilà, donc là, je vais insérer la cartouche. Et donc si tout se passe bien, en fait, on va le voir arriver ici donc, parmi donc les emplacements. Donc voilà, en fait, voilà mon lecteur RDX. Donc j'ai juste procédé donc à l'insertion de la cassette de la cassette du disque RDX dans le lecteur, et automatiquement en fait sur mon poste ça procédait au montage du disque. Donc à partir de là, donc je vais pouvoir naturellement l'exploiter. Lorsqu'on est donc, alors la présentation va se dérouler en 3 étapes. 1, donc je vais archiver. 2, je vais rechercher. Et 3, en fait, je vais restaurer. Donc, lorsque je souhaite archiver, donc je vais dans la section archive. Et avec P5 Archive, on a 2 possibilités pour archiver. Donc, soit un archivage automatique dans lequel on définit donc un dossier actif, et tous les éléments en fait qui seront déposés dans ce dossier donc vont être à heure prédéfinie ou selon une plage horaire envoyés à l'archivage. Ou autre possibilité, donc c'est une possibilité d'archiver manuellement. Là, c'est ce que je vais utiliser. Et donc dans la partie, alors je visualise dans la partie archive manuelle, donc le contenu de ce que j'ai en ligne. On va pouvoir également donc, définir des alias de façon à simplifier l'accès aux données que l'on souhaite archiver. Donc là, je vais dans la partie multimédia et là, j'ai accès en fait au contenu de mon disque data. En fait, ici, j'ai la même chose. Alors, c'est-à-dire que par exemple, si je duplique ce dossier, j'ai un dossier City que je retrouve également ici, dans la liste des fichiers que je pourrais potentiellement archiver. Donc, je vais le dupliquer, donc POMD, donc voilà, j'attends que la duplication soit finie. Et donc là, en fait, si je vais dans la partie multimédia, donc voilà, tout de suite, en fait, j'ai la mise à jour qui a été effectuée. À partir de là, donc, je vais pouvoir soit faire une sélection directe des données, lancer l'archivage, mais j'ai aussi en fait une possibilité en fait de glaner les données que je souhaite archiver. Donc par exemple, alors je vais aller dans la partie City, donc je vais copier quelques images et là en fait j'ajoute j'ai une option d'archivage, une option de sélection des données que je souhaite archiver, un palier. Et donc je remonte dans la partie multimédia, je vais pouvoir prendre également par exemple c'est une vidéo, donc j'ajoute à la sélection d'archivage. Bon, une fois que ma liste donc des données archivées est constituée, donc je peux lancer l'archivage proprement dit.
Et là, en fait, donc, je vais être amené à choisir donc, parmi mes plans d'archivage. Et puis, donc, au préalable, j'ai la possibilité de renseigner en fait ces champs de métadonnées. Alors, les champs de métadonnées, alors, on les a ici. Alors, je les ai donc juste avant la démo, donc je les ai créés. Donc, on peut en créer autant que l'on souhaite. Alors, ça peut être du champ texte, ça peut être du champ numérique, ça peut être des menus déroulants avec des valeurs prédéfinies, comme on voit là, sur le type de caméra. Donc, description, je vais mettre webinaire, webinar test. Localisation, je vais mettre New York, là, comme ça, parce que j'ai des images de New York. Type de caméra, je prends Panasonic et micro, donc je prends Sony, par exemple. Et là, en fait, alors, soit je peux lancer l'archivage immédiatement ou bien donc, le programmer donc, ultérieurement. Donc, je lance l'archivage. Et une fois que l'archivage est lancé, donc j'ai la possibilité donc, de le contrôler. C'est-à-dire j'ai une fenêtre qui me permet de voir quelles sont les opérations qui sont programmées, les opérations en cours et les opérations qui ont été récemment terminées. Cette fenêtre, en fait, on peut également la retrouver ici, dans la partie journal. Donc là, on a un gestionnaire, il s'agit du gestionnaire des opérations. On a également ici, en fait, un journal historique des opérations. Donc, où là, en fait, j'aurai toutes les opérations qui ont été effectuées depuis la mise en place de P5. Alors, si je retourne dans mon gestionnaire des opérations, donc on voit que là, en fait, il a procédé à l'archivage des données et le traitement qui est effectué ici, donc, et celui qui permet de générer donc, des images de prévisualisation et des proxys. On attend que ce soit terminé. Donc, on a donc un témoin couleur. Donc, vert pour indiquer que tout s'est bien passé. Orange, ben, faut dire, bon, voilà, donc, faut regarder, en fait, il y a eu donc une alerte. Et rouge, en fait, donc, il y a eu, en fait, l'opération a échoué. Alors, une fois, donc là, j'ai procédé à l'archivage de mes données, je peux aller dans la partie restauration. Dans la partie restauration, donc je restaure de quoi? Est-ce qu'il s'agit d'une sauvegarde ou d'une archive? Donc là, en fait, il s'agit de données qui ont été archivées, donc je vais dans la partie archive. Et là, en fait, je vais visualiser donc, le contenu de tout ce qu'il y a en fait, dans mes données, en fait, dans mes médias d'archives. Donc, je vais dans la partie archives. On va retrouver donc, ici donc, les images. Alors, il y en a peut-être un peu plus parce qu'en en fait, il y a celles qui ont été archivées donc, aujourd'hui, le 9 juin, par exemple, celle-ci, et puis il y a celles que j'ai archivées précédemment. Donc, on peut mettre des filtres hein, ici, en fait, selon la date et l'heure d'archivage. On a une possibilité, naturellement, parce que bon, des fois, le nom des images, c'est pas très parlant, donc on peut basculer en fait avec donc utiliser le mode galerie pour préciser en fait le type de, en fait, la nature des fichiers. Et puis ensuite, quand il y a un élément qui nous intéresse un peu plus, donc on peut ensuite, on a cette option information et on retrouve en fait la vue. Je ne sais pas si vous en souvenez, en fait la vue que l'on avait dans la présentation. On avait donc la liste des fichiers, le mode galerie et puis donc une vue donc plus spécifique sur l'élément sélectionné où on retrouve donc donc l'image, le document lui-même et les métadonnées. Alors, je vais essayer de vous trouver une vidéo, vous montrer à quoi ça ressemble pour une vidéo. Oui, voilà, en fait, là, on a une vidéo. Donc, la voici. Et puis, alors là, vous ne pouvez pas entendre parce que le son, ça doit sortir ailleurs, quoi. Donc, voilà pour le clip. Alors, sur ensuite la partie recherche. Alors, sur la partie recherche, donc, on va pouvoir effectuer donc, des recherches donc, tout d'abord sur le nom du fichier, bien sûr, sur en fait, les données classiques, j'allais dire, du fichier, c'est-à-dire son nom, donc le type, est-ce que le fichier, dossier, la date d'archivage, quand il a été modifié et sa taille. Donc ça, j'allais dire, c'est standard. Et en complément, en fait, de ces
ces critères de recherche standard. Je vais pouvoir également, si j'ai défini mes métadonnées, je vais pouvoir également les exploiter pour effectuer des recherches. Alors, au niveau de, par exemple, là, la description, donc j'avais mis, je crois, web. Alors, donc je fais par exemple web, je fais une recherche. Alors, effectivement, là, contient la chaîne de recherche non plus. Je ne sais plus ce que j'avais indiqué. Donc je vais devoir reprendre la description. Alors, on va reprendre forme, galerie, recherche. Je trouve, par exemple, ici, qu'est-ce que j'avais? Information, webinaire test. Ah, peut-être il est case sensitif. Donc, alors, on contient le mot web au niveau de la description. Et je lance la recherche. Oui, voilà. Désolé, en fait, au niveau de P5, toutes les recherches sont sensibles à la casse. C'est-à-dire que si j'indique le terme, il faut que je veille à utiliser. Fasse attention si je suis en majuscule ou en minuscule. Voilà, en fait, les données qui ont été archivées. Donc, je peux, au niveau de la partie recherche, donc rajouter un autre critère, le nom par exemple, commence, contient le mot Black, BLACK, recherche. Voilà. Et en fait, ensuite, ces recherches, on va pouvoir, si on utilise des recherches qui sont récurrentes, on va pouvoir les enregistrer, test. Et ensuite, je vais pouvoir les réutiliser ultérieurement. Après, pour procéder à la restauration des données, en fait, il suffit de sélectionner. Alors, je peux aussi effectuer un double-clic sur le document. Et là, en fait, j'ai accès aux informations naturellement, au proxy et puis aux informations de métadonnées, mais également en fait les différentes versions du document qui a été archivé. Et donc à partir de là, je vais pouvoir sélectionner les données et procéder, ajouter à la sélection de restauration. Comme on a vu pour la sélection d'archivage, j'ai une sélection de restauration et je fais restaurer, alors soit à l'endroit d'origine ou bien restaurer dans. Donc là, je vais choisir de le restaurer sur le bureau, sur mon bureau. Il faut que je retrouve le chemin. Alors, c'est donc user, Chris et desktop. Donc, je sélectionne. Donc, une fois que j'ai sélectionné le chemin de restauration, alors on peut prédéfinir les chemins de restauration, c'est-à-dire que l'utilisateur ne dispose que d'un seul chemin pour procéder à sa restauration, pour éviter les erreurs. Suivant. Alors, lorsqu'on clique sur suivant, P5 va indiquer en fait si le média sur lequel se trouvent les données, le média sur lequel se trouvent les données est en ligne ou hors ligne. Donc là, en fait, il m'indique qu'il s'agit d'une bande RDX 001, qu'elle est bien en ligne, et donc je peux lancer le démarrage. Alors, on peut même lancer le démarrage en fait si le média est hors ligne, et une fois que dès qu'il sera hors ligne, puisque P5 va vérifier régulièrement en fait si le média est accessible ou pas, et lorsqu'il sera accessible, à ce moment-là, l'opération qui aura été programmée ici et qui ne pourra pas aboutir faute du média en ligne, une fois que ce média aura été inséré ou que la cassette aura été introduite dans la librairie, à ce moment-là, l'opération va démarrer, il va passer du job programmé au job en fonctionnement, et l'opération pourra se dérouler pour aboutir. On va vérifier sur le bureau si j'ai bien restauré mes deux éléments. Alors, sur le bureau, ouais, en fait, j'ai bien le Black Coffee and Cigarette. Voilà. En fait, c'était. J'avais procédé ici à la restauration de Black Coffee and Cigarette et je l'ai bien ici sur le bureau. Donc voilà. Donc voilà, en fait, pour terminer cette courte présentation de P5. Je vois qu'il y a une question, Yann.
Oui, effectivement, c'est une que j'ai pas pu traiter précédemment. un peu avant. C'était lié au fonctionnement d'une librairie évolutive. Quand on a une librairie principale XL40 ou 80, on ajoute un module d'expansion. Oui. Physiquement, comment ça se passe pour transporter les bandes entre les deux? C'est finalement très simple. Dans le cas, par exemple, où j'installe le module d'expansion au-dessus de la librairie principale, je vais enlever le capot de la librairie principale et le plancher du module d'expansion. Ensuite, j'installe physiquement le module d'expansion dans le rack directement au-dessus, en les alignant correctement. Comme ça, à l'intérieur, j'ai une extension de l'axe vertical pour former une seule grande librairie. Et le module robotique va tout simplement se promener plus loin sur l'axe vertical que précédemment. Il n'y a aucun mécanisme ascenseur ou passe-plat ou autre qui est ajouté à l'installation. C'est le bras principal de la librairie principale qui a juste une axe verticale plus longue sur laquelle il se déplace. C'est un système finalement assez simple à mettre en œuvre. Ok. Donc là, je vois une autre question, en fait, de Alain. En fait, comment est sauvegardé P5 si, par exemple, on perd donc tout, en fait, on perd toute la configuration. Alors, au niveau de P5, alors, sur toutes les bandes de sauvegarde, en fait, lorsqu'on fait une sauvegarde avec P5, la configuration ainsi que les index de sauvegarde donc, sont enregistrés à différents endroits de la bande. Alors, pourquoi la sauvegarde et pourquoi pas l'archivage? Tout simplement parce qu'avec la sauvegarde, on a une quantité de données de sauvegarde qui, j'allais dire, grosso modo, reste constante. Contrairement à l'archivage, où au bout de quelques années, on peut avoir des volumétries d'archivage et donc un index d'archivage donc relativement conséquent. Donc pour la partie sauvegarde, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est une option de disaster recovery. Le disaster recovery, on va permettre à partir d'une bande de remonter en fait entièrement la config de P5, donc index donc la configuration ainsi que les index de sauvegarde. En ce qui concerne les index d'archivage, ce qui est super important, eh ben, en fait, au niveau des index d'archivage, donc là, il est impératif en fait de les sauvegarder. Dans P5 Archive, il y a une fonctionnalité qui permet en fait de synchroniser ces index d'archivage sur une machine distante. Donc voilà pour répondre à cette question. Après, bah ouais, bon, je peux montrer en fait ce à quoi ça ressemble dans la partie P5. Alors en fait, l'option de Disaster Recovery, en fait, elle est restauration de la configuration. C'est ici en fait que l'on aura la possibilité de restaurer en fait la configuration. Précédente écrasera la configuration actuelle, ça bien sûr. Bon, pour récupérer, vous devez indiquer, voilà, en fait, on indique le chemin de la bande, c'est-à-dire qu'on va réinstaller donc le logiciel, hein, on fait une installation from scratch et ensuite donc on insère la cassette, on indique le chemin et P5 va restaurer automatiquement en fait toute la configuration. Pour la partie archivage, pour je ne sais jamais bien où ça se trouve. Donc, voilà, en fait, c'est ici. Sauvegarde de la base de données. Donc la sauvegarde est activée. On indique une ou plusieurs machines distantes. Et l'index, c'est-à-dire la base des données archivées, donc va être synchronisée donc, à l'horaire prédéfini sur cette machine distante. J'ai une autre question en fait donc de François concernant la possibilité
chiffrer en fait, est-ce qu'on a la possibilité en fait de chiffrer les données? Alors chiffrer les données en fait intervient à deux niveaux dans la partie P5. Il intervient en fait entre lorsqu'on communique en fait, lorsque le serveur P5 communique avec un ou plusieurs clients distants. Par exemple ici j'ai un client bidon, un test. Dans ce client test, donc on voit ici, donc alors on a le paramétrage et ici en fait on a des possibilités. Alors quand on utilise un client distant, ce client distant c'est quoi en fait? C'est soit une source de données, et pour la synchronisation ça peut être également une cible quoi. Donc alors ça peut être soit la source, soit la cible et lorsqu'on transfère des données entre un P5 serveur et un P5 client, ou même entre deux P5 clients. On aura la possibilité de comprimer ou pas, de chiffrer oui ou non, et également de gérer la bande passante entre ces deux entités. Ensuite, donc ça c'est pour le transfert des données. Lorsqu'on on utilise, en fait, on a des machines distantes. Et puis ensuite, alors sur le chiffrement en fait des médias. Alors ça peut être là, c'est indépendamment, hein, ça peut être du disque, en fait ça peut être le disque, la bande ou le cloud. Et là en fait ça se configure également en fait au niveau de la partie client, où là en fait on a chiffrement des données, oui ou non. Alors bien sûr la clé en fait que l'on a au niveau du logiciel, il est super important de la garder en sûreté là, comme c'est indiqué ici en rouge. Donc voilà pour répondre à cette question. Alors ensuite, alors Arthur, est-ce que le maximum de la capacité pool correspond au maximum de la capacité de la librairie? Une fois que j'ai rempli, ensuite créer une tape pool. Alors en fait, non. Alors pour répondre à la question, en fait, Arthur demande si, par exemple, lorsqu'on a défini un pool de données, donc là, en fait, j'ai un pool. Alors un pool, c'est, alors moi, je dis souvent, c'est une volumétrie logique, et qui est composée actuellement, en fait, alors dans ces versions-là, c'est composé uniquement, soit, en fait, c'est composé d'un même média, un média sur bande, un média sur disque ou dans le cloud. Dans les prochaines versions, ça va être amené à évoluer. En fait, au niveau du pool, en fait, on a la capacité en fait qui est indiquée. On a en fait la capacité dont on dispose naturellement en ligne. Pardon, c'est donc autant pour moi. Ouais. Alors pour répondre à la question d'Arthur, ça correspond alors au maximum de la capacité de la librairie. En fait, c'est enfin, oui et non quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir on peut avoir dans une librairie, et c'est souvent le but, plusieurs pools de données. Pourquoi? Parce que on veut utiliser cette librairie pour différents usages. On n'a pas forcément envie que les données de production soient mélangées peut-être avec les données administratives qui sont aussi sauvegardées sur le même périphérique, quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, si on avait un seul pool, effectivement, donc là, en fait, si on mettait en fait ici au niveau du pool, on labellisait toutes les bandes pour ce même pool de la librairie, ça pourrait correspondre. Mais en général, en fait, on définit, en fait, les pools ont une capacité inférieure. euh, donc, euh, donc à ce qu'on a dans la librairie pour pouvoir avoir plus de souplesse quant à l'utilisation. Qu'est-ce que je peux encore indiquer? Naturellement, une fois que le pool est plein, on a toute la liberté en fait d'enlever par exemple les cassettes qui sont écrites et en fait de les remplacer par des bandes neuves que l'on va labelliser à nouveau pour ce pool, ce qui aura pour effet en fait de récupérer de la place si on n'augmente pas la capacité. Ensuite, alors quel public, en fait, quel cloud en fait sont aujourd'hui compatibles avec P5? Question de Mathieu. Alors, en fait, c'est tout ce qui est compatible avec le protocole S3. Donc c'est Amazon, Google. Il y a également
Backblaze et un autre fournisseur de cloud qui est Wasabi également. Mais on peut utiliser également le cloud S3 de chez Scaleway. Donc c'est compatible, j'ai essayé, ça fonctionne, quoi. Donc il y a une liste. Alors en fait, sur la partie, alors juste pour fixer peut-être un peu mieux sur la partie cloud, si on va dans la partie service cloud ici de P5, donc nouveau service, et ça sera en fait, on a ici en fait une liste actuellement de ceux qui sont en fait des fournisseurs de cloud qui sont prédéfinis. Mais bon, par exemple, Scaleway, notre fournisseur national, donc n'apparaît pas dedans et pourtant ça fonctionne. Donc voilà, en fait, ceux qui sont prédéfinis. Alors, par exemple, si je prends Wasabi, donc voilà, en fait, ici, on va pouvoir reprendre cette partie-là. Alors, par contre, c'est pas, c'est pas trop l'objet du webinaire aujourd'hui que de parler du cloud. Je suis désolé, Yann, je me suis Ça emporté. va bien. Donc, ensuite, ah oui, alors sur la partie archive, j'ai en fait Philippe demande quelle garantie on a en fait que les données ont bien été écrites, que les données que l'on archive ont bien été écrites. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, au début, enfin dans la présentation d'Yann, Yann indiquait en fait que dans la partie LTO, en fait, on avait je ne sais plus où c'était. On avait, je crois que c'était là. Oui. Lecture après écriture, correction d'erreurs. Ça, en fait, ce sont des fonctionnalités dont on dispose déjà en fait au niveau de la partie LTO. Et ensuite, dans la partie P5, on a également, alors ça c'est inhérent au plan d'archivage. Dans le plan d'archivage, on va trouver parmi les options, en fait, on a également des méthodes de vérification. Alors, c'est soit une méthode de vérification par checksum, il y a différents niveaux de vérification. Et puis ensuite, ça peut aller jusqu'à la relecture. C'est-à-dire, on a écrit, on a archivé, et ensuite on désarchive immédiatement après pour s'assurer en fait que les données qui sont archivées correspondent bien, quoi. Alors, par contre, effectivement, c'est consommateur en temps. J'en profite ici de montrer l'interface parce que, donc, effectivement, il y a deux types de niveau d'archivage. Donc, un niveau d'archivage complet, c'est-à-dire que cette même donnée que j'ai archivée donc, précédemment, qui s'appelait Black Coffee and Cigarettes, donc si je l'archive une nouvelle fois, donc même si le fichier est identique, rigoureusement identique, en fait, P5 va l'archiver une nouvelle fois. Par contre, si cette option incrémentielle est activée, donc à ce moment-là, donc il n'y aura pas de nouvel archivage. Bon, voilà. Bon, après, je pourrais en parler. Donc, alors, je vais juste vérifier s'il y a encore des questions ou pas. Bah, je pense que... Ah, il y a... Alors ensuite, une question de nouveau d'Arthur. Alors, si je remplace les plus vieilles cassettes par de nouvelles, je dois restaurer de vieilles données contenues sur les vieilles cassettes. Dois-je remettre l'ensemble des 24 cassettes qui étaient installées au moment, même si les données ne font que quelques centaines de gigas? Ben non, en fait. Au niveau de... Bon, ça, c'est en fait, P5, c'est comme on l'a vu là, dans la démonstration, quand on va faire la sélection des données archivées, en fait, P5, en fait, dans la base de données de P5. Donc, naturellement, il y a les données qui ont été archivées, mais comme information sur ces données qui ont été archivées, on va également savoir sur quel média. Alors, le média, ça peut être du LTO, ça peut être du RDX, ça a été archivé. Et également, en fait, sur les technologies bandes, en fait, à quel endroit, en fait, ça a été archivé. Alors, ça, c'est valable ou sauvegardé, hein, c'est valable pour l'archivage et la sauvegarde. C'est ce qu'on appelle le positionnement direct, et ce qui permet, en fait, d'aller directement se positionner juste avant les données à restaurer ou à désarchiver de façon à ce que l'opération soit plus rapide. Et donc, alors effectivement, on ne sera pas obligé de remettre l'ensemble du pool, il va juste demander en fait les cassettes nécessaires. En fait, voilà, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait compliqué. Est-ce que tu vois d'autres questions, Yann, de ton côté? Juste une qui est arrivée en demandant si c'était possible de faire suivre une copie de la présentation. Ah oui, non, pas de problème. Alors, oui, oui, bien sûr, en fait, toutes les personnes inscrites, donc, et celles aussi, bien sûr, qui ont
et qui nous ont fait le plaisir d'assister au webinaire, donc vont recevoir la présentation. Donc ça a été filmé, donc il y a certains passages où ça a été un peu vite, ou vous souhaitez approfondir, soit vous pouvez reprendre la vidéo ou vous rapprocher de moi ou de Yann, on va vous fournir les coordonnées. Et puis pour terminer, vous pouvez sur le site d'Archiware, télécharger donc la version de P5, celle qui correspond à votre environnement, et puis demander une clé d'activation. Alors les clés d'activation, la seule restriction, c'est au niveau de la durée d'utilisation qui est limitée à 30 jours. Bon, maintenant, si vous avez besoin de plus, vous me recontactez. Voilà. Écoutez, en tout cas, je vous remercie tous, hein, vraiment d'avoir assisté au webinaire. Et puis, on en profite pour vous souhaiter une bonne journée et une bonne journée. Merci beaucoup. Okay. Merci aussi de ma part. Bonne journée et à très bientôt. À Au très revoir. bientôt.